On dirait un serpent ivre. Mais en réalité, il a une logique, un principe, qui doit être le suivant. Construisez une tour au sommet d'une colline, puis regardez vers l'ouest, et cherchez le point le plus haut dans un rayon d'environ 70 mètres, disons, soit le périmètre qu'éclaire une lanterne la nuit. Là, bâtissez une autre tour. Enfin, reliez les deux tours par un chemin haut de quelques mètres et pourvu de rebords. Si, pour ce faire, vous devez descendre dans un renfoncement, puis remonter de l'autre côté, vous le ferez avec patience et sérénité, sans perdre votre calme. Si vous devez gravir une côte très raide, vous le ferez sans vociférer, avec fermeté et détermination. Répétez ce geste pendant 2 siècles, et vous obtiendrez la Grande Muraille de Chine. En cours de route, il est très important de ne jamais changer d'avis. Je connais des gens qui vivent de cette façon. Je dois en conclure que marcher pendant 7 heures sur la Grande Muraille est ce qui s'apparente le plus à marcher pendant 7 heures, tout en restant au même point. Il n'y a pratiquement pas de changement. On est accompagné par un seul et unique geste architectural, immuable pendant des kilomètres, qui nous présente toujours la même taille des pierres, la même couleur des rebords, la même conception des marches, kilomètre après kilomètre. Toutes les tours sont identiques. Seule la perspective changeante des montées et des descentes nous assure qu'en dépit des apparences, nous avançons bel et bien. Tout autour, la campagne est inchangée. Quand on est allé assez loin pour ne plus risquer de rencontrer qui que ce soit, le pouvoir hypnotique de cette balade surréaliste est étonnant, et les pas qu'on fait commencent réellement à donner la sensation d'une descente en nous-mêmes, où le reste de mouvement horizontal qu'on perçoit encore tend à se perdre dans l'impression bien plus claire d'une descente verticale, presque d'une chute, lente et rythmique, vers un point aveugle situé juste sous nos pieds. Et donc, tandis qu'on prend la fatigue pour une forme d'ascèse méditative, le monde s'éteint dans le tracé de la muraille s'éteint sous nos pas, et nos pas s'éteignent dans les mouvements de notre esprit. Et finalement, il reste le noyau dur d'une pensée, dans cet air pur de l'esprit que j'ai rejoint après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Monsieur Bertin, je me dis. La bonne vieille technique de Monsieur Bertin. Patience, effort, silence, temps et profondeur. Récompense, la pensée, approcher du sens des choses. Alors je m'arrête et l'espace d'un instant, j'ai la certitude absolue et erronée que son modèle est indiscutablement supérieur. La seule façon possible de penser, je songe, c'est autre chose que les barbares. Naturellement, je sais que c'est faux. Mais là-haut, il n'y a personne pour contrôler. Personne ne s'en apercevra, si je triche un court instant. Pour finir, tout ce que j'ai appris en écrivant ce livre et tout ce que j'ai compris se déploie devant mes yeux de façon laborieusement ancienne. En général, on pense que la Grande Muraille est une construction très ancienne, une sorte de monument extrême qui plonge ses racines dans la nuit des temps. En réalité, telle que nous la connaissons, avec son serpent de mur qui relie une tour à l'autre, suivant passivement le relief du paysage, la Grande Muraille est relativement jeune. Sa construction a duré 2 siècles, entre le XVe et le XVIIe. C'est une dynastie singulière, les Ming, qui en a accouché, leur obsession spectaculaire. Apparemment, il s'agissait de se défendre contre les attaques des nomades venus du nord, en dressant un mur qui s'étende de la côte jusqu'aux profondes régions occidentales. En fait, la question était bien plus compliquée. Là où nous avons tendance à voir un dispositif militaire, se cachait plutôt un mode de pensée. Au nord, dans la steppe, il y avait les barbares. C'étaient des tribus nomades qui ne cultivaient pas la terre, leur préférant le saccage et la guerre comme moyen de subsistance. Elles étaient donc magnifiquement étrangères au raffinement de la civilisation chinoise. Quand le besoin leur en prenait, elles faisaient pression sur les frontières de l'Empire et proposaient des échanges commerciaux. En cas de refus, elles attaquaient. La plupart du temps, elles mettaient à sac le territoire et retournaient à l'endroit d'où elles étaient venues. Mais il ne manqua pas de quelqu'un pour conquérir tout l'Empire. Kubilai Khan était mongol, et le dernier empereur de Chine, celui qui fut détrôné en 1912, était mandchou, 2 barbares montés sur le trône. Impensable, mais vrai.
Pendant des siècles, les différentes dynasties qui se succédèrent au pouvoir se posèrent donc le problème de savoir comment faire face à cette variable dangereusement imprévisible qui troublait la quiétude de l'Empire. La muraille était une option, mais pas la seule. Il y avait au moins 2 autres solutions possibles. La première était d'envahir les territoires barbares et de les soumettre, plutôt logique pour un empire, mais difficile à réaliser. Les nomades étaient de formidables combattants et, pour les vaincre, il fallait d'une certaine façon accepter leur mode de combat et l'imiter. En outre, si l'on parvenait à les vaincre, que faire ensuite de ces steppes inhospitalières? Comment les surveiller? La troisième option, c'était de se forcer à faire du commerce avec eux. Se forcer, je dis, car l'idée d'échanger des biens avec ces barbares était vue comme une faiblesse à la limite de l'inconcevable. Vous imaginez l'empereur céleste assis à la même table qu'un barbare, acceptant son chantage et offrant du précieux blé contre d'inutiles chevaux. Dieu ne négocie pas avec les sauvages. Il n'accepte pas leurs présents, ne reçoit pas leurs ambassadeurs, n'envisage même pas de lire leurs missives. Pour lui, ils n'existent pas. Mais le fait est qu'ils existaient bel et bien, ceux-là. Et donc pendant des siècles, l'establishment militaire et intellectuel chinois a dû faire face au dilemme des 3 possibilités: attaquer, commercer ou dresser un mur. Ça semblait une question de stratégie militaire, mais ils en firent un problème quasi philosophique, pressentant que prendre une telle décision revenait à adopter une certaine idée de soi-même, une certaine définition de ce qu'était l'Empire et la Chine. Ils savaient qu'attaquer et commercer étaient des gestes qui, d'une certaine façon, obligeaient l'Empire à sortir de sa tanière et l'identité chinoise à se confronter avec l'existence de gens différents. Le mur, lui, semblait la consécration même de la perfection réalisée de l'Empire, la certification physique de sa nature de monde complet et achevé. Il faisait donc mine d'interpeller les généraux, mais c'étaient des philosophes qu'ils attendaient une réponse, nous enseignant pour toujours que dans ses rapports avec les barbares, toute civilisation porte en soi l'idée qu'elle se fait d'elle-même, et que, lorsqu'elle lutte contre les barbares, toute civilisation finit par choisir non pas la meilleure stratégie pour vaincre, mais celle qui renforce le mieux son identité. Car le cauchemar de la civilisation n'est pas d'être conquise par les barbares, c'est celui d'être contaminée. Elle n'arrive pas à imaginer la défaite contre ces morts de faim, mais elle a peur quand les combattants elle en ressortent modifiés, corrompus. Elle a peur de les toucher. Tôt ou tard, quelqu'un a donc cette idée. Le mieux, ce serait de dresser un mur entre eux et nous. Les Chinois l'ont eu de nombreuses fois au fil des siècles. C'était la seule façon de combattre sans se salir les mains ni risquer la contagion. C'était le seul système permettant d'annihiler une chose dont on n'est pas disposé à admettre l'existence. D'un point de vue philosophique, c'était génial. Cependant, d'un point de vue militaire, ça n'a jamais fonctionné. Aucune muraille, ni celle que nous voyons aujourd'hui, ni les autres, plus modestes, qui l'avaient précédée, n'a jamais eu la moindre efficacité. Les barbares se présentaient au pied de la muraille, ils râlaient un peu, puis ils faisaient pivoter leur cheval, quelques dizaines de milliers de chevaux, et ils se mettaient à galoper le long du mur. Arrivés au bout, ils le contournaient et envahissaient la Chine. Ils le firent à plusieurs reprises. C'étaient des nomades, ils étaient nés à cheval. Quelques milliers de kilomètres de plus ou de moins ne faisaient aucune différence pour eux. Plus rarement, peut-être sous l'emprise d'une impatience bien compréhensible, ils attaquaient un point du mur, ils créaient une brèche et déferlaient de l'autre côté. Il n'y a donc aucun doute, construire, entretenir et surveiller cette muraille avait un coût complètement disproportionné par rapport à son utilité militaire. Seul un général crétin a pu concevoir un tel plan, ou un philosophe génial, comme on commence à l'entrevoir. Voici donc ce que nous sommes autorisés à penser de la Grande Muraille. C'était une opération moins militaire que mentale. On dirait la fortification d'une frontière, mais c'est en fait l'invention d'une frontière. C'est une abstraction conceptuelle, si fermement installée et de façon si irrévocable, que c'en devient un énorme monument physique. C'était une idée écrite avec de la pierre. L'idée, c'était que l'Empire représentait la civilisation, alors que tout le reste était la barbarie, et donc la non-existence. L'idée, c'était qu'il ne s'agissait pas d'hommes, mais il y avait des Chinois d'un côté et des barbares de l'autre. L'idée,
c'était de tracer une frontière pour les séparer. Si le barbare qui était nomade ne la voyait pas jusque-là, désormais il la verrait. Et si le Chinois qui avait peur de lui l'oubliait, désormais il se le rappellerait. La Grande Muraille ne les défendait pas contre les barbares, elle les inventait. Elle ne protégeait pas la civilisation, elle la définissait. C'est pour cette raison que nous pensons qu'elle est là depuis toujours, parce que c'est l'idée très ancienne, chinoise, d'être la civilisation et la totalité du monde. Même quand la muraille n'était qu'une enfilade de terre-plein esquissée çà et là, pour nous c'était déjà la Grande Muraille, car elle était rocheuse, monumentale. Elle incarnait déjà l'idée que cette frontière existait. Pendant des siècles, ce ne fut guère plus qu'une image mentale, très réelle, mais physiquement effacée. Par conséquent, lorsque Marco Polo se rendit là-bas, puis qu'il raconta ce qu'il y avait vu, il ne dit rien de la muraille. Possible. Non seulement possible, mais logique. Kubilai Khan était mongol. L'empire que Marco Polo découvrit était celui des barbares vainqueurs, venus du nord pour conquérir la Chine. Cette idée de frontière était-elle présente dans leur esprit? Non. Et, une fois disparue de leur esprit, la Grande Muraille n'était guère plus que quelques singulières fortifications perdues dans le nord du pays. Pour tout Marco Polo de passage, elle était invisible. Aujourd'hui, dans la Grande Muraille, nous pouvons lire, nous, la plus monumentale et la plus belle énonciation d'un principe, la division du monde entre civilisation et barbarie. C'est ce qui m'a poussé à venir jusqu'ici. Je voulais marcher sur l'idée à laquelle j'avais consacré ce livre, et mesurer ici ce que j'avais appris. Je tiens à le dire le plus simplement possible, quoi qu'il soit en train de se passer, quand nous avons senti souffler dans notre cou la menace d'un saccage, le geste que nous avons choisi de faire a consisté à dresser une grande muraille. Apparemment, nous l'avons fait pour nous défendre, et nous sommes encore convaincus, en toute bonne foi, que c'était vraiment notre but. Nous célébrons l'héroïsme modeste de ceux qui la défendent tous les jours, ceux qui construisent obstinément des milliers de kilomètres de murs. Même le constat évident que cette muraille n'a en rien réduit les invasions ne nous fait pas changer d'avis. Nous continuons à perdre du terrain, pourtant le spectacle grotesque d'élégants ingénieurs qui peinent à dresser ce mur nous paraît toujours aussi louable. La vérité, c'est que nous ne défendons pas une frontière, nous l'inventons. Nous avons besoin de ce mur, pas pour tenir à distance ce qui nous fait peur, mais pour lui donner un nom. Là où se trouve ce mur, nous disposons d'une géographie que nous connaissons, la seule, nous d'un côté, les barbares de l'autre. C'est une situation qui nous est familière, une bataille que nous savons livrer. À la limite, nous pouvons la perdre, mais nous saurons que nous nous sommes battus du bon côté. À la limite, nous pouvons perdre, mais pas nous perdre. Alors va pour la Grande Muraille. Mais c'est une mutation, une affaire qui concerne tout le monde sans exclusion. Même les ingénieurs là-haut, sur les tours de la muraille, ont déjà les traits somatiques des nomades qu'en théorie ils combattent. Ils ont de l'argent barbare en poche et de la poussière des steppes sur leur col amidonné. C'est une mutation, pas un petit changement, une inexplicable dégénérescence ou une maladie mystérieuse. Une mutation accomplie pour survivre. Le choix collectif d'un habitat différent et protecteur. Savons-nous, ne serait-ce que vaguement, ce qui l'a provoqué? Me viennent sans nul doute à l'esprit certaines innovations technologiques à l'impact décisif, celles qui ont comprimé l'espace et le temps, resserrant le monde. Mais elles n'auraient probablement pas eu un tel effet si elles n'avaient coïncidé avec un événement qui a ouvert grand le champ social. La chute de barrières qui, jusqu'ici, avait tenu une part significative des hommes à distance de l'expérience du désir et de la consommation. C'est à ces homines novi, admis pour la première fois dans le royaume des privilèges, que nous devons vraisemblablement l'énergie cinétique indispensable à la réalisation d'une vraie mutation. Non pas les contenus de cette mutation, qui semblent être encore le produit d'élites éclairées, mais assurément la force nécessaire pour la mettre en œuvre. Et le besoin, c'est très important, le besoin. C'est certainement d'eux que vient la conviction selon laquelle, sans mutation, nous sommes finis, des dinosaures en voie d'extinction. Quant à comprendre en quoi consiste précisément cette mutation, ce que je peux dire, c'est qu'à mon avis, elle repose sur deux piliers fondamentaux. Une idée différente de ce qu'est l'expérience et une dislocation nouvelle du sens dans le tissu de l'existence. C'est le cœur de la question,
Le reste n'est qu'une suite d'effets. La surface à la place de la profondeur, la vitesse à la place de la réflexion, la séquence à la place de l'analyse, le surf à la place de l'approfondissement, la communication à la place de l'expression, le multitâche à la place de la spécialisation, le plaisir à la place de l'effort. Un démantèlement systématique de tout le bagage mental hérité de la culture du XIXe siècle, romantique et bourgeois. Jusqu'à des niveaux scandaleux, la laïcisation brutale de tout geste, l'attaque en règle contre la sacralité de l'âme, quoi qu'elle recouvre. C'est ce qui se passe autour de nous. Il existe une façon simple de définir le phénomène, les invasions barbares. Et chaque fois que quelqu'un se dresse pour dénoncer la moindre misérable transformation, se dispensant du devoir de la comprendre, la muraille se rehausse et notre cécité augmente, idolâtrant une frontière qui n'existe pas, mais que nous nous vantons de défendre. Croyez-moi, il n'y a pas de frontière, pas de civilisation d'un côté, ni de barbare de l'autre. Seulement le front de la mutation qui progresse et déferle en nous. Nous sommes des mutants, tous, ceux qui sont évolués et ceux qui le sont moins, ceux qui sont un peu en retard et ceux qui ne se sont encore aperçus de rien, ceux qui font les choses par instinct et ceux qui en sont conscients, ceux qui font mine de comprendre et ceux qui ne comprendront jamais, ceux qui freinent des quatre fers et ceux qui préfèrent la fuite en avant. Mais nous migrons tous vers l'eau. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une condition liée à une certaine génération, ceux qui ont entre 30 et 50 ans. Je nous voyais là, au milieu du gué, l'esprit d'un côté et le cœur de l'autre, mi-mammifère, mi-poisson, déchirés par une mutation qui se serait produite trop tard ou trop tôt, de petits monsieur Bertin qui surfent laborieusement. Mais, en écrivant ce livre, il m'est apparu de plus en plus clairement que cette condition est commune à tous, que le désir incertain et la schizophrénie irrévocable des premiers mutants sont le mot d'ordre narquois qui nous attend. Contemplant le museau des chevaux et le visage des gens, tout-puissant courant sans rive, mu par ma volonté et se précipitant vers le néant de la steppe pourpre au crépuscule, souvent je songe, où suis-je, moi, dans ce courant? S'il existe une réponse à cette question, que Gengis Khan ne s'est jamais posée, c'est l'écrivain Victor Pelvin qui la lui prête dans la mitrailleuse d'argile. Une question que nous pourrions tous nous poser, je ne me l'imagine guère différente de ceci. Nous sommes tous au même point, dans le seul lieu qui soit et dans le courant de la mutation, où nous appelons civilisation ce que nous connaissons et barbarie ce qui n'a pas encore de nom. Et contrairement à d'autres, je pense que c'est un lieu magnifique. La petite pension au pied de la muraille a des lanternes rouges et des fenêtres en aluminium anodisé. Il n'y a pas d'eau chaude, mais on peut regarder la télévision, et je vois sur l'écran quelqu'un qui joue de la flûte en soufflant par le nez. Puis je regarde un téléfilm dans lequel un enfant vomit ses spaghettis. C'est parfait. En cette soirée éclairée au néon, je peux écrire la dernière chose que j'ai à dire. Il n'est nulle mutation qui ne soit gouvernable. Abandonner le paradigme du choc des civilisations et accepter l'idée d'une mutation en cours ne signifie pas qu'il faille prendre ce qui arrive tel quel, sans y laisser la trace de nos pas. Ce que nous deviendrons demeure la conséquence de ce que nous voudrons devenir. Le soin, l'attention, la vigilance sont donc particulièrement importants. Il est aussi inutile et grotesque d'élever de prétentieuses murailles sur une frontière qui n'existe pas, qu'il serait utile au contraire de naviguer intelligemment dans le courant, avec l'idée d'une direction et des compétences de marin. Ce n'est pas le moment de s'effondrer comme des sacs de pommes de terre. Naviguer, telle est notre tâche. Exprimé en termes basiques, je crois qu'il s'agit de décider ce que nous voulons transporter de l'ancien monde vers le nouveau, ce que nous voulons conserver intact malgré les incertitudes d'un voyage difficile, les liens que nous ne voulons pas briser, les racines que nous ne voulons pas perdre, les paroles que nous voudrions encore entendre et les idées que nous ne voulons pas cesser de caresser. C'est un travail raffiné, méticuleux, dans le courant violent, mettre à l'abri ce qui nous est cher. C'est un geste difficile, car ça ne signifie pas mettre à l'abri de la mutation, mais toujours dans la mutation. Et ce qui sera sauvé ne sera jamais ce que nous avons conservé à l'abri des temps nouveaux, mais ce que nous avons laissé muter et qui redeviendra soi-même dans un temps nouveau. À ce stade, il faudrait un joli paragraphe pour expliquer ce qu'il conviendrait, d'après moi, de mettre à l'abri dans la mutation. Mais le fait est qu'en la matière, je n'ai pas les idées très claires. Je sais qu'il y a des choses, mais quoi? C'est difficile à dire aujourd'hui, précisément. Difficile.
Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est une page de Cormac McCarthy, un passage de Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Un livre vraiment sombre. On dirait la capitulation pure et simple, face à une mutation désastreuse, sans issue et sans espoir. Pourtant, à un certain point, le shérif passe près d'une chose étrange, une sorte d'abreuvoir creusé au ciseau dans la pierre dure. C'est la dernière page du livre. Il voit l'abreuvoir et s'arrête. Il l'observe. Celui-ci est long de près de 2 mètres, large de 50 centimètres et profond d'autant. On reconnaît encore les marques du ciseau dans la pierre. Il doit être là depuis 100 ou 200 ans, dit le shérif. Et donc, poursuit-il, j'ai pensé à l'homme qui l'a fabriqué. Il s'est mis là avec un marteau et un ciseau, et il a sculpté un abreuvoir susceptible de durer 10 000 ans. Pourquoi? En quoi cet homme croyait-il? Vous devez imaginer le shérif très fatigué à ce stade. Il n'a plus foi en rien et s'apprête à raccrocher son étoile pour toujours. C'est ainsi que vous devez vous le représenter. Tandis qu'il se demande pourquoi diable un type s'est mis à sculpter un abreuvoir en pierre dans l'idée qu'il dure 10 000 ans. En quoi faut-il croire pour avoir des idées pareilles? En quoi croyons-nous pour avoir encore l'instinct aveugle de mettre quelque chose à l'abri? McCarthy, lui, l'écrit ainsi. Alors je pense à cet homme qui venait de s'asseoir là, avec son marteau et son ciseau. Peut-être juste 1 heure ou 2 après le souper, je ne sais pas. Et je dois dire que la seule chose que je peux imaginer, c'est qu'il y avait comme une promesse dans son cœur. Et je n'ai pas du tout l'intention de tailler un abreuvoir dans la pierre. Mais j'aimerais pouvoir faire ce genre de promesse. Je crois que c'est ce que j'aimerais plus que tout au monde. Beaucoup d'applaudissements à la télévision, car le type qui jouait de la flûte en soufflant par le nez fait à présent tenir sur sa tête un nombre impressionnant d'assiettes et de verres. Sur une autre chaîne, je tombe sur le Milan AC, le ballon circule en vain. Dehors, dans l'obscurité, la grande muraille, plongée dans la pénombre sans histoire d'une nuit chinoise.